dernière partie donc du commentaire du poly de Neuro. La dernière fois, on en était resté sur la synapse. Donc, en très résumé, ce qu'on avait vu, c'est que la synapse, en fait, c'est la zone de contact entre l'extrémité d'un axone et une autre cellule, qui peut être un autre neurone ou une cellule musculaire. Et donc, l'idée, c'est qu'il faut qu'un message nerveux qui se propage le long de la membrane, il puisse passer de l'autre côté. Sachant qu'il n'y a pas tout à fait de continuité entre la membrane de la cellule présynaptique et de la cellule postsynaptique. Il y a un petit espace entre qu'on appelle une fente synaptique. Donc, ce qu'on a vu rapidement, c'est que pour que le message se transmette, eh bien, en fait, du côté présynaptique, il y a une molécule qui est stockée, qui s'appelle un neurotransmetteur. Et quand il y a des messages nerveux qui arrivent de ce côté, ça libère le neurotransmetteur. Et en face, sur la membrane de la cellule postsynaptique, il y a des récepteurs de ce neurotransmetteur. Et quand ce neurotransmetteur se fixe sur les récepteurs, ça génère un nouveau potentiel d'action de l'autre côté. Et donc, dans le cas d'une cellule musculaire, si on est dans une synapse neuromusculaire, eh ben, ce potentiel d'action musculaire de l'autre côté, il génère la contraction du muscle. Voilà, donc il peut y avoir transmission du message nerveux d'une cellule à l'autre. Voilà, on en était resté à ça, et donc on va faire la dernière partie du cours. Alors, c'est des assez petites parties. Et donc, on commence avec le mouvement volontaire. Alors, ce qu'il y a, c'est que pour l'instant, ce qu'on a vu avec le réflexe myotatique, c'est que le réflexe myotatique, c'est du mouvement involontaire. Hein. Donc, c'est un réflexe, c'est automatique, c'est inconscient. On n'a pas besoin d'y réfléchir pour que ça se fasse, et c'est stéréotypé. Ça se passe toujours de la même façon. Voyons maintenant ce qui se passe quand on fait un mouvement et qu'on le décide. D'accord ? Je veux bouger ma main, je veux parler, je veux me mettre à courir. Alors, là, on a besoin du cerveau. On a vu dans le réflexe myotatique qu'il n'y avait que la moelle épinière, quand centre nerveux, qui était impliqué. Et là, on a le cerveau. Et plus précisément, on a une zone du cerveau, c'est celle qui fait des replis, comme on a vu en TP tout récemment. C'est ce qu'on appelle le cortex. Et plus spécialement, on se rappelle, dans le système nerveux central, dans le cortex, il y a deux grandes substances. Il y a des zones qui sont blanches, la substance blanche, et il y a des zones qui sont gris-rose, la substance grise. Et donc, c'est dans cette substance grise qu'il y a des corps cellulaires de neurones. Et donc, c'est au niveau de ces corps cellulaires que les messages nerveux sont générés. Donc, voilà, c'est vraiment dans le cortex que la commande, l'ordre de faire un mouvement naît. Alors, plus précisément, dans le cortex, c'est pas n'importe quelle zone du cortex, il y a ce qu'on appelle le cortex moteur. Alors, le cortex moteur, c'est une espèce de bande. Donc, c'est une partie du cortex, comme ça, en bande latérale, qui est sur le côté du cerveau, avec la petite précision qu'il y a un cortex moteur à gauche, et là, de l'autre côté du cerveau, il y aurait aussi une autre bande qui serait qui serait en symétrie, et ce serait le cortex moteur droit. D'accord ? Et donc, il y a une petite subtilité avec cette histoire de cortex moteur, c'est qu'en fait, le cortex moteur gauche, de l'hémisphère gauche du cerveau, contrôle en fait la partie droite du corps, envoie des ordres aux muscles de la partie droite, et inversement, la partie droite, le cortex moteur droit, envoie des ordres aux muscles de la gauche du corps. Bon, c'est un peu étrange, mais il faut pas chercher de raison, c'est comme ça. Voilà, alors, on continue à préciser un petit peu le fonctionnement de ce cortex moteur. Alors, le deuxième truc qu'il y a à savoir, en plus de l'histoire cortex gauche qui commande la partie droite du corps, c'est l'homunculus moteur. Alors, l'homunculus moteur, c'est simplement une désignation pour indiquer que dans le cortex moteur, chaque zone du cortex moteur ne gère pas n'importe quelle partie du corps. Une zone précise, par exemple celle-là, voilà, celle que je mets là, que je souligne avec la souris, et ben, par exemple, elle va gérer le poignet. Donc, par exemple, cette zone du cortex moteur droit gère le poignet gauche. Et puis, si on va plus loin dans le cortex moteur, à un autre endroit, cette zone-là, c'est elle qui envoie des ordres pour faire bouger les lèvres. Donc là, je suis en train de vous parler. Il y a cette zone de mon cortex moteur qui est en train de s'activer. Alors pour ceux qui se posent la question, vu que quand je bouge les lèvres, c'est symétrique, hein, la bouche elle est au milieu du corps, eh bien il y a le cortex droit et le cortex gauche à cet endroit qui sont en train de s'activer pour me faire bouger les lèvres. Voilà.
Alors, on appelle ça homunculus moteur pour la raison que quand on dessine la partie du corps qui, à la surface du cortex qui contrôle la partie du corps, en fait, ça dessine comme une espèce de petit bonhomme. Bon, alors, il est un peu bizarre, le bonhomme. Il a la tête détachée. Et un petit bonhomme comme ça, on appelle ça un homunculus. Voilà. Donc ça, c'est l'homunculus moteur. Du coup, ça, c'est ce qui se passe au sein du cerveau, mais après, l'ordre, faut qu'il aille jusqu'au muscle. Alors, comment ça marche ça? Eh bien, l'ordre donc qu'on a vu est généré au sein du cortex moteur. Au sein du cortex moteur, il y a donc le corps cellulaire de neurones qu'on appelle les neurones corticaux. Corticaux, ça veut dire du cortex. Et donc, un neurone cortical, ensuite, il envoie un axone, d'accord, comme on l'a déjà vu, qui est très long, cet axone. Alors, cet axone, il croise à un moment dans une zone qu'on appelle le tronc cérébral, c'est la base du cerveau. D'accord, c'est juste avant la moelle épinière. Donc ça croise. Donc par exemple là c'était le cortex gauche, ça passe à droite, l'axone passe à droite et il arrive dans la moelle épinière, donc au sein du papillon, parce que là on est dans la diffusance grise, il y a le corps cellulaire d'un motoneurone. Il arrive jusqu'à un motoneurone. Le motoneurone génère un nouvel ordre et ça arrive jusqu'au muscle qui se contracte en réponse. Donc finalement c'est relativement simple. Il y a un neurone qui commande et il y a un neurone qui relaye l'ordre. Voilà. Alors le dernier point sur lequel je voulais insister, là j'ai mis un petit mot qui prête pas trop de mine, j'ai dit le motoneurone réalise une intégration. Oui, alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'en fait chaque neurone, là en fait quand on a des schémas, c'est des schémas très simplifiés. Là, mon motoneurone, il reçoit qu'un seul axone du neurone cortical. Mais en vrai, mon corps cellulaire de motoneurone, il reçoit la moyenne, c'est à peu près 20 000 axones de 20 000 autres neurones. Donc en fait, un neurone donné il reçoit plein d'informations de partout et des fois il reçoit des ordres qui sont plus ou moins contradictoires. C'est-à-dire qu'il y a il va recevoir des ordres positifs de certains côtés, il va recevoir des ordres négatifs d'un autre côté et en fait, il fait une intégration, c'est-à-dire qu'en fait, en fonction des ordres, les plus puissants sont ceux qui sont relayés. Et donc voilà, ça c'est tout simplement ce qu'on appelle l'intégration. Le message nerveux final est une résultante de l'intégration de tous les messages qui viennent de tous les autres neurones. Bon, voilà, ça c'était une petite précision. J'ai pas trop insisté en cours là-dessus. C'est une petite idée à retenir comme ça. On va continuer donc avec la commande motrice volontaire et expliquer rapidement en fait un certain nombre de cas de paralysie. Alors, ce qu'on a vu, c'est que le message, il part donc du cerveau, mais en fait, il est propagé le long de la moelle épinière. Il y a un axone là qui passe. Donc, en fait, si on a une lésion, c'est-à-dire une blessure de la moelle épinière, par exemple, on a un accident de voiture, donc on a un choc, la moelle épinière est sectionnée ici. Ce qui va se passer, c'est que en fait, tous les motoneurones qui sont bas là, l'axone qui leur envoie des informations, qui vient lui du cerveau, il est coupé. Et si l'axone est coupé, le message nerveux passe plus, donc on est paralysé du bas du corps. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle être paraplégique. Puis si la lésion elle est très très haute, par exemple au niveau du cou, de la nuque là derrière le cou, en fait on est paralysé de quasiment tout le corps, sauf le visage et peut-être le haut, juste le haut du corps. Voilà. Et dans ce cas on est tétraplégique. Voilà. Alors dernière partie, ça va aller assez vite. C'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Alors la plasticité cérébrale, c'est une caractéristique assez unique du cerveau, qui est qu'en fait les neurones, ils vont pas forcément garder le même rôle toute leur vie. En effet, la plasticité, c'est ce qui explique que en fait soyons capables d'apprentissage. Donc par exemple, on fait faire un petit exercice avec les doigts à une personne, il faut qu'elle fasse une séquence de petites frappes sur une table par exemple, avec les doigts. Là, donc vous l'aviez fait en cours, vous pouvez le refaire pour imaginer un petit peu. Et simplement, en fait, quand on observe le cerveau de quelqu'un qui a fait l'entraînement, on s'aperçoit qu'en fait, suite à l'entraînement, il a plus de neurones qui s'activent que s'il avait jamais fait l'entraînement. D'accord? Là, c'est une personne qui va s'entraîner, ça c'est une personne qui va pas s'entraîner. Et là, c'est après l'entraînement. Et là, c'est après absence d'entraînement. Donc il y a plus de neurones qui s'activent, donc c'est-à-dire qu'en fait il y a des neurones qui ont été recrutés, qui contrôlaient une autre partie du corps sans doute, qui se mettent à contrôler
les doigts. Alors qu'avant, il y en avait beaucoup moins. Donc ça veut dire qu'en fait, on va pouvoir avoir des mouvements de doigts qui sont beaucoup plus précis. C'est beaucoup plus facile à faire et donc des mouvements c'est pour ça qu'il explique que des mouvements qui au début nous paraissent difficiles à faire, par exemple des mouvements un peu techniques, je sais pas, je joue de la clarinette, alors mettre mes doigts sur la clarinette, ça paraît pas évident. Voilà, faire des paniers à 3 points au basket, tout ça, c'est un geste. Et donc ce geste au début, je suis maladroit et plus je le fais, plus ça va être facile. Tout simplement parce que j'ai de plus en plus de neurones qui le gèrent, donc ce mouvement. Donc je le fais mieux. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Et cette plasticité cérébrale, donc ça sert à tout ce qui est entraînement. Ça sert également, ça donne une petite capacité de récupération. Par exemple, je fais un AVC. Un AVC, c'est un arrêt vasculaire cérébral, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un problème, il y a un caillot qui bouche, un vaisseau sanguin qui va à mon cerveau, il y a une partie de mon cerveau qui meurt. Et ben, si c'est une petite zone, et ben en fait, il y a une partie qui est morte, d'accord. Mais du coup, des neurones qui sont pas morts et qui sont à côté vont pouvoir apprendre à gérer la partie du corps dont les neurones sont morts. Donc du coup, par exemple, j'ai un accident, un AVC, ma main est paralysée et en fait, à force, je vais peut-être pouvoir retrouver une certaine mobilité de ma main alors que j'étais paralysé. Ça, c'est permis donc par cette plasticité. Voilà, bon, puis ça c'était le tout dernier point, je passe assez vite dessus, c'est évident, mais en fait les capacités de plasticité du cerveau diminuent avec l'âge. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est jeune, notamment quand on est un enfant, voire un adolescent, en fait on a une plasticité facile, enfin une plasticité qui est très grande, donc on apprend facilement. Et puis en fait, à partir de 20 ans, ça se réduit, on n'a plus des capacités importantes. Et même à partir d'un âge relativement avancé quand même, 80 ans, la capacité de plasticité diminue. Donc en fait, on apprend mal certaines choses, voire on désapprend certaines choses. Voilà, la capacité du cerveau se dégrade. Voilà, c'est la fin du poly de neurologie.